Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, la situation en Tunisie est préoccupante du point de vue économique et du point de vue politique. Depuis déjà plusieurs semaines, lundi soir, un événement particulier s'est produit alors qu'il célébrait la traditionnelle rupture du jeûne en cette période de Ramadan. Raned Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, a été mis en détention par les autorités. L'emprisonnement de cet opposant de 81 ans s'inscrit dans une série d'arrestations de figures centrales de la vie intellectuelle et politique dans le pays, menée par le président Kais Saied, qui s'est arrogé en 2021 les pleins pouvoirs. Par ailleurs, la Tunisie connaît une grave crise financière avec des taux d'inflation et de chômage en constante hausse. De nombreuses manifestations ont éclaté dans le pays pour contester la dérive autoritaire du chef de l'État et demander des mesures économiques rapides. Comment ce pays qui a vu naître en 2011 une démocratie inédite dans la région peut-il aujourd'hui se relever? Et puis, plus généralement, que reste-t-il des espoirs des printemps arabes? Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'économiste tunisien Ezzedine Saïdan en duplex avec nous. Bonjour. Bonjour. Et ici même, dans ce studio, Sophie Bessis, bonjour. Vous êtes historienne, politiste, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Le dernier ouvrage que vous avez publié s'intitule « Je vous écris d'une autre rive, lettre à Hannah Arendt » aux éditions Elisade. Sophie Bessis, que signifie l'emprisonnement de Raned Ghannouchi ? Cet emprisonnement s'inscrit dans une logique tout à fait construite depuis plusieurs mois de désertification de la scène politique tunisienne. Il ne faut pas oublier que le président Kais Saied a été élu tout à fait démocratiquement d'ailleurs en octobre 2019 et que il s'est arrogé, disons, la totalité du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, avec un coup de force issu d'une interprétation tout à fait personnelle de la Constitution de 2014 en juillet 2021. Et depuis le mois de juillet 2021, eh bien, le chef de l'État est en train de mettre en œuvre un programme qui désertifie la scène politique tunisienne, c'est-à-dire qui concentre, disons, ses attaques sur les partis politiques, et en particulier sur le parti Ennahda, que le chef de l'État considère comme son principal adversaire. Alors, il faut nous présenter cet homme, Kais Saied, car vous dites qu'il a fait un coup de force constitutionnel, et ça n'est pas complètement innocent, puisque cet homme est constitutionnaliste. Au début, c'était un prof de droit constitutionnel. Oui, il était assistant à la faculté des sciences juridiques de Tunis, effectivement, et constitutionnaliste. Et le chef de l'État qui est entré en politique en 2011. Avant 2011, personne ne connaissait son existence et il n'avait jamais manifesté quelque opposition que ce soit au régime de l'ex-président Ben Ali. Donc voilà M. Kais Saied qui entre en politique en 2011 et qui élabore un petit peu un programme qui est assez hétérogène, disons, mais qui s'inspire. D'abord, M. Kais Saied a un langage tout à fait messianique où le peuple est totalement sacralisé. Donc toute sa campagne électorale de 2019 était « le peuple veut ». Voilà, je ferai ce que veut le peuple. On ne sait jamais très bien ce que veut le peuple en général, mais tel était son mot d'ordre. Jamais un très bon signe. Voilà. Et tel était son mot d'ordre. Et donc, en fait, il avait un programme qui n'était pas un programme, à part le fait de détruire la scène politique, de détruire certes, la construction démocratique de la Tunisie de 2011 à 2019 était une construction pleine de dysfonctionnements, incontestablement, avec une classe politique qui n'a pas été à la hauteur de ce défi. Un problème de corruption. S'il est élu très largement en 2019, Kais Saied va insister sur son image de probité, à la différence, veut-il dire, du reste de la classe politique tunisienne. Tout à fait. Et surtout de son challenger au deuxième tour des élections, qui était un homme d'affaires sulfureux, patron de télévision, accusé de blanchiment d'argent, etc. Donc effectivement, Kais Saied a joué sur son image tout à fait réelle, d'ailleurs, d'homme intègre et prêt à lutter contre la corruption. Malheureusement, ce programme
ce programme politique est d'abord un programme de gouvernement d'un homme seul. Alors bien entendu, on ne gouverne jamais seul. Et pour des raisons qu'il est peut-être un peu long d'expliquer ici, le coup de force de M. Kais Saïd en 2021 a été appuyé à la fois par l'armée et par les services de sécurité, même si il y a des divergences au sein des services de sécurité. Ils n'appartiennent pas tous à la même mouvance. Mais pour l'instant, ce qui est évident, c'est que les services de sécurité, tout l'appareil sécuritaire tunisien soutient la démarche autoritaire de l'actuel chef de l'État. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Donc ça, c'est le volet politique. Ensuite, il y a le volet économique. Ezzedine Saïdan, vous êtes économiste tunisien, vous êtes en duplex avec nous. Sur le plan économique, le président Kais Saïed a eu une série de mesures qui étaient des mesures visant à lutter contre la vie chère, qui n'ont pas complètement eu le résultat escompté. Quel a été l'esprit de ces réformes et quel en est aujourd'hui le résultat sur l'économie tunisienne? Je pense qu'il faut rappeler d'abord que la situation économique et financière, il faut insister sur financière, avant justement le 25 juillet 2021, était catastrophique. À tout point de vue, tous les ratios, tous les indicateurs étaient au rouge et même au rouge foncé. Et ce que nous devons dire, c'est qu'à partir du 25 juillet 2021, nous n'avons strictement rien fait sur le plan économique et financier. Et donc, la situation a continué à se dégrader gravement. Aujourd'hui, nous avons une économie qui est en panne, qui ne produit plus de croissance, qui ne crée pas d'emploi, qui ne crée pas de richesse. Mais en même temps, nous avons une inflation à un niveau très élevé. Nous sommes aujourd'hui en moyenne à 10,3%, alors que l'inflation pour les produits alimentaires est à 18,5%. Nous avons également ce qu'on appelle les deux déficits jumeaux. Nous avons un déficit abyssal, justement, du budget de l'État, et en même temps, nous avons un déficit énorme et sans précédent de la balance des paiements courants. Conséquence de tout ça, une accumulation de dettes publiques sans précédent, de dettes extérieures également, au point où on considère aujourd'hui que la dette tunisienne n'est plus soutenable, ce qui veut dire que les possibilités de remboursement normal de cette dette sont de plus en plus minces. Voilà, donc ça c'est évidemment le risque actuel, car Ezzedine Saïdan, si cette situation se détériore encore, il y a un risque que la Tunisie soit par exemple en défaut de paiement. Oui, en effet, et d'ailleurs tous les rapports qui ont été publiés depuis, disons, 18 mois à peu près, parlent de ce risque de défaut, qui est également traduit dans la notation souveraine de la Tunisie, qui a été revue à la baisse 10 fois depuis 2011. Et aujourd'hui, la Tunisie est classée par Moody's, par exemple, CAA2 avec une perspective négative, ce qui veut dire que le pays est classé comme un pays à risque très élevé. Et ceci veut dire que l'accès, justement, au marché financier international est désormais impossible. La Tunisie n'arrive pas à signer un accord avec le FMI. Les possibilités de mobiliser des ressources à l'extérieur sont devenues quasiment inexistantes. Et en plus, avec justement la revue à la baisse des notes des principales banques tunisiennes, même le recours à l'endettement interne est devenu quasiment impossible, ce qui veut dire également que le financement par la Banque centrale du déficit budgétaire, ce qu'on appelle la monétisation du budget, n'est plus possible aujourd'hui parce que ça ferait en sorte que les banques soient dégradées davantage et ce serait très dangereux pour l'appareil financier et bancaire en Tunisie. Donc on a effectivement ce vrai problème et l'un des point qui est un point litigieux entre le Fonds monétaire international qui prête de l'argent... Non, qui n'a pas encore prêté. Enfin, qui exige pour prêter de l'argent que la Tunisie revoie son système qui est perçu comme très coûteux de subventions à un certain nombre de produits de base, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, Ezzedine Saïdan, sur des produits tels que le pain, tels que le carburant, ou tels que le lait. Quel a été le système institué et pourquoi le FMI le pointe-t-il du doigt? Alors, il faut préciser que le FMI n'exige rien du tout et que le FMI n'a jamais rien exigé de la Tunisie comme d'autres pays, parce que le FMI ne fonctionne pas de cette façon-là. Tout pays qui se présente au guichet du FMI pour demander un prêt doit présenter un programme de réforme.
Parce que l'objectif du FMI, c'est que le pays en question sorte de sa crise et n'ait plus besoin du FMI à l'avenir. Donc ce sont exactement les mêmes réformes qui ont été avancées par la Tunisie en 2013, et encore une fois en 2016 et 2018, et encore une fois en 2022. Ce sont exactement les mêmes réformes. Il y a principalement 3 axes qui sont les plus importants. Le premier axe, c'est la masse salariale de la fonction publique, qui a littéralement explosé, qui a été multipliée par 4 comparé à 2010. Il y a le problème de la caisse de compensation et des prix des produits alimentaires de base et des carburants qu'il faut absolument réformer, parce que là aussi, le budget explose et dépasse de très loin plus que le double du budget d'investissement. Alors, il faut dire que si le budget explose, c'est notamment parce qu'il y a beaucoup d'utilisation abusive de ces aides. Il y a également un certain nombre de produits qui ont été largement subventionnés, mais jugés de manière comme étant donc subventionnés de manière trop importante. Et le troisième point, Ezzedine Saïdan, c'est la réforme des entreprises publiques qui aujourd'hui sont dans une situation financière catastrophique, et ce sont ces entreprises publiques qui sont responsables justement des pénuries de produits de base sur le marché. Et ces pénuries sont un indicateur extrêmement important justement de la difficulté de la situation économique et financière que traverse la Tunisie aujourd'hui. Et en fait, c'est la crise des finances publiques qui a été en quelque sorte exportée sur les entreprises publiques, qui aujourd'hui ont perdu la confiance de leurs fournisseurs et qui ont perdu la confiance des banques à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour pouvoir importer quoi que ce soit, ces entreprises doivent payer cash et parfois même payer d'avance. Sophie Bessis. Écoutez, je crois qu'il faut lier la politique et l'économie. Ce sont 2 choses qui, dans la situation actuelle de la Tunisie, ne peuvent pas être traitées de façon différente. La situation que l'on a aujourd'hui, disons que le président Kais Saied a trouvé en 2019, est le résultat d'une gestion absolument calamiteuse de l'économie par les différents gouvernements qui se sont succédés entre 2011 et 2019, qui ont tous, dans lesquels le parti Ennahda a joué un rôle central, sinon hégémonique, dans la totalité d'entre eux. Et effectivement, comme le disait mon prédécesseur, la masse salariale de la fonction publique a explosé dans la mesure où Ennahda a recruté à tout va des dizaines de milliers de fonctionnaires et d'employés du secteur public pour se constituer une base sociale dans la fonction publique et le secteur public. Donc ça, c'est un gros problème. Et il est évident que écrémer le secteur public et la fonction publique aujourd'hui va poser des problèmes sociaux extrêmement importants dans un pays où le taux de chômage est autour de 15-16% et le taux de chômage des jeunes est le double de cela. Absolument. Donc, vous voyez un petit peu la question politiquement incendiaire. Par ailleurs, la question de la subvention, la question de la compensation. Évidemment, la compensation est aujourd'hui... La compensation, c'est l'aide apportée aux produits de base, le lait, le pain... c'est-à-dire tous les produits céréaliers, farine, pâtes, etc., le lait, le sucre, le carburant, bien sûr, qui a connu quelques augmentations. En 2022, déjà, le prix du carburant a augmenté de façon non négligeable. Le problème de ces subventions, c'est à qui profitent-elles ? Ce n'est pas une question de dépassement, en fait. Mais si l'on prend les subventions aux produits de base, par exemple, eh bien, tout le monde en profite de la même façon. Alors, il est évident que les classes populaires et les classes moyennes en voie de précarisation doivent être protégées de l'inflation, doivent être protégées de l'augmentation des prix, parce que ce n'est plus soutenable. Mais tel qu'il est aujourd'hui organisé, le système de subvention ne va pas forcément à ceux qui en ont besoin. Que demande le Fonds monétaire international ? Parce que le Fonds monétaire international, évidemment, pose des conditions. Et l'on sait, c'est pourquoi il y a une méfiance vis-à-vis du Fonds, que dans les années 1980-1990, les médecines ont tué pas mal de malades à l'époque, dans les politiques d'ajustement structurel. Aujourd'hui, le Fonds demande une restructuration des entreprises publiques, effectivement, dans lesquelles la main-d'œuvre est pléthorique, qui sont toutes déficitaires. C'est tout à fait raisonnable de demander cela. Maintenant,
le syndicat, l'UGTT entre autres, et d'autres acteurs de la société craignent que cette restructuration n'aboutisse à une privatisation. Et ça, c'est autre chose. Et pour ce qui est de la compensation, effectivement, le Fonds monétaire estime que une compensation des subventions qui absorbent jusqu'à 7-8% du produit intérieur brut ne sont pas possibles. Ezzedine Saïdane, aujourd'hui, quelles sont les échéances pour la Tunisie? Quand je parlais de risque de défaut, donc le FMI doit débloquer 2 milliards de dollars de prêts, en tout cas c'est de cela dont il est question aujourd'hui. S'ils ne sont pas débloqués, s'il n'y a pas une résolution rapide de cette question, qu'est-ce qui pourrait se passer? À quelle échéance? Alors, je voudrais rappeler d'abord que devant cette situation-là, les réserves de change du pays ont fondu à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons l'équivalent de 93 jours d'importation, sachant que la ligne rouge pour tous les pays est considérée comme au niveau de 90 jours, ce qui suffit à peine pour couvrir les importations de médicaments, de produits alimentaires et de carburant. Nous sommes à 93 jours, donc c'est un signal très fort pour les créanciers de la Tunisie qu'il y a un risque de défaut très important. Deux, il faut signaler aussi que l'année 2023 est une année particulièrement difficile. C'est une année de sécheresse sans précédent. On s'attend à une production céréalière de 2 millions de quintaux, alors que la consommation en Tunisie est de 34 millions de quintaux. Cela veut dire qu'il va falloir importer toute la consommation de céréales, et la Tunisie n'a pas les moyens pour ça aujourd'hui. Troisième indicateur très important, c'est le service de la dette. La Tunisie doit rembourser en 2023, au niveau de la dette extérieure seulement, l'équivalent de 4 milliards d'euros en principal et intérêt. Et s'il n'y a pas d'accord définitif avec la Banque centrale, avec le Fonds monétaire international, la question d'où la Tunisie va pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour couvrir les importations de produits essentiels et pour rembourser la dette. Et ceci veut dire en fait que le risque d'un rééchelonnement de la dette extérieure de la Tunisie devient de plus en plus évident aujourd'hui, malheureusement. Et ce qu'on cherchait à éviter par tous les moyens pendant, disons, les 6 ou 7 dernières années, devient probablement aujourd'hui une partie de la solution. Le risque. Juste un mot pour compléter, c'est que le président actuel est arrivé au pouvoir en 2019 et qu'aucune réforme d'importance n'a été faite alors que cela fait 4 ans qu'il est au pouvoir et qu'il cumule la totalité du pouvoir. Donc il y a un immobilisme sur le plan économique et social. En fait, il s'agit d'un magistère de la parole, mais pas d'action. On en parle dans une vingtaine de minutes. Sophie Bessis, vous êtes historienne. Vous avez notamment écrit « Je vous écris d'une autre rive », lettre à Hannah Arendt aux éditions Elisade. Ezzedine Saïdane, vous êtes économiste. Vous serez rejoint par le journaliste Guy Sidbon et on évoquera les espoirs déçus des printemps arabes à partir donc notamment, bien sûr, de la situation en Tunisie. 8h sur France Culture. Face à la prise de pouvoir des autocrates dans les pays arabes, que reste-t-il de la Tunisie, première démocratie née du printemps arabe? Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'historienne Sophie Bessis, de l'économiste tunisien Ezzedine Saïdane et nous accueillons le journaliste Guy Sidbon. Bonjour Guy Sidbon. Bonjour. Avec aujourd'hui donc une situation politique qui se tend de plus en plus, avec l'emprisonnement de Ranet Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, qui a donc été mis en détention par les autorités, un mouvement qui était prévisible, Guy Sidbon. L'intervention des militaires dans la politique tunisienne a été tout à fait essentielle et elle a un certain sens, c'est-à-dire que parallèlement à ce qui se passe en Égypte, les militaires, d'une certaine manière, prennent le pouvoir avec comme pour but l'élimination des islamistes. C'est la préoccupation principale. Et pour cela, mettre fin à la période démocratique, le printemps arabe, et instaurer un régime autoritaire avec la certitude que les islamistes ne sont plus dans le jeu. Car quand il y a eu une période démocratique, ils ont systématiquement, au tout début, gagné les élections, partout.
Donc, démocratie dans nos pays, ça signifie largement, électoralement, des victoires islamistes. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ils s'usent, les islamistes s'usent aussi lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Mais c'est ainsi que ça s'est passé. Et la préoccupation principale, c'est éliminer l'islamisme de la vie politique. Alors, il y a eu une tentation en Occident de considérer, par exemple, que ce mouvement en Égypte pouvait être favorable parce qu'il y avait une lutte contre les islamistes. Pourquoi doit-on, au contraire, être préoccupé par la fermeture politique en Tunisie, qui ne touche pas d'ailleurs uniquement les islamistes ? Si vous voulez parler d'un fort affaiblissement de la démocratisation, avec certitude, on a le sentiment chez nous que la démocratie à l'occidentale n'est pas fait pour nous. Et que toute expérience qui va dans ce sens mène à la victoire des islamistes ou à un chaos. Et donc, vous savez, vous allez en Tunisie, les gens vous parlent de l'ère de la dictature de Ben Ali comme un âge d'or. Et aujourd'hui, le retour à la démocratie n'est pas considéré comme un idéal. Sophie Bessis. Je voudrais juste tempérer 2 ou 3 choses. D'abord, je ne parlerai pas de démocratie à l'occidentale. Il existe des principes démocratiques qui peuvent être considérés comme universels et les modalités d'application de ces principes ne sont pas les mêmes partout. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la lutte contre les islamistes, il ne faut pas oublier que dans un pays comme la Tunisie, par exemple, les islamistes ont perdu les 3/4 de leur électorat de façon parfaitement démocratique entre les élections de 2011 et celles de 2019. Et paradoxe de cette affaire, c'est qu'en 2019, au 2e tour des élections qui a vu la victoire de M. Kais Saïd, l'électorat de Nahda a massivement voté pour Kais Saïd, car il était le candidat le plus conservateur et le plus proche idéologiquement de Nahda. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la répression du parti islamiste en Tunisie est une répression qui peut s'expliquer pour des raisons purement politiques et non pas pour des raisons idéologiques. Maintenant, je prendrai la question régionale. La question régionale me semble extrêmement importante. D'abord, effectivement, l'Égypte, la dictature du maréchal Sissi a lutté contre son propre mouvement islamiste, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Que l'Égypte du maréchal Sissi, dans la guerre civile du Liban, soutient le général Burhan, qui est le plus proche des islamistes, contre Hemeti, qui est le plus lointain. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour terminer, il ne faut pas oublier dans cet épuisement de ce que vous avez appelé les printemps arabes, le rôle des États les plus réactionnaires et les plus conservateurs de la région, comme les Émirats, comme le Bahreïn, comme l'Arabie, qui ont pris la tête de ce que l'on peut appeler, même si je n'aime pas les formules, la contre-révolution dans le monde arabe. Guy Sidmon, une réaction? Une contre-révolution, évidemment, elle se passe sous nos yeux, mais notre problème dans une vie politique libre, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie dans nos pays en dehors de l'islam. L'idéologie démocratique n'en est qu'une que pour l'élite. Toute autre idéologie est absente. Il n'y a que l'islam. Donc, toute élection libre, même s'il y a des allers-retours, et en particulier en Tunisie pour Nahda, évidemment, après 10 ans de pouvoir, il a été considéré comme un voleur comme les autres. Mais l'idéologie elle-même de l'islamisme, elle est toujours là. Bien entendu, l'islamisme est toujours là et les partis islamistes gardent un socle, gardent une base sociale, même si leur électorat s'est effrité. Mais je crois qu'il faut essayer de comprendre cela. Ce qui se passe dans les pays dits du Sud aujourd'hui, c'est non pas une bataille entre l'islam politique qui serait endogène, qui serait indigène, et une démocratie à l'occidentale. C'est une bagarre à l'intérieur de ces pays pour des projets de société qui ne sont pas les mêmes. Et il ne faut pas croire
que la raison démocratique est absente de l'habitus culturel dans les pays arabes. Et si l'on se balade il y a des contradictions, tout simplement. Si on prend noir ou blanc, on se trompe. Il y a des contradictions à l'intérieur des couches sociales, à l'intérieur de chaque individu. Et moi, je crois que la contradiction principale aujourd'hui, c'est que la majorité dans ces pays de l'opinion publique est favorable à des principes démocratiques de type public, c'est-à-dire choisir son gouvernement, le renvoyer s'il ne vous plaît pas, avoir des élections transparentes qui ne soient pas abominablement truquées comme elles l'ont connu pendant des décennies. En revanche, ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est ce que j'appellerais le domaine des libertés privées. Là, effectivement, c'est plus compliqué. Mais il ne faut pas voir l'islam politique d'un côté, qui d'ailleurs lui-même est extrêmement hétérogène et très divers. On ne peut pas prendre l'islam politique comme ça. Dans ce cas-là, sinon je mettrais le président Kais Saïd. C'est un salafiste au sens étymologique du terme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est le retour aux fondamentaux de l'islam, ce qu'on appelle les salafs dans l'islam classique, c'est-à-dire le retour aux pieux ancêtres, le retour aux guides. Voilà. Bien et sûr. donc, le président Kais Saïd est idéologiquement très proche du parti de Marne. Une réaction, Guy Sidbon. Je vous suis absolument. L'islamisme est largement partagé, et en particulier, le président Kais Saïd est un islamiste non organique. Mais l'important est de savoir comment ça se manifeste et ça s'incarne. Or, en Tunisie, ça s'est incarné dans Nahda, qui est le seul parti en Tunisie organisé. Les autres sont des hommes politiques, sont des individus isolés. Le seul qui a un appareil, c'est Nahda. Et quand on arrête, comme on l'a fait, le président Ranouchi, on met en cause ce seul parti organisé islamiste. Et donc, on se retrouve avec un émiettement politique. Et rien d'autre. Et donc, quoi, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'armée. Et Oui. c'est elle qui est aux commandes. Et Non, Zedine c'est Saïdan, l'armée et les vous services êtes... sécuritaires, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il y a une conjonction aujourd'hui, effectivement, entre l'armée qui effectivement soutient le chef de l'État actuel, puisque même des ministres d'importance maintenant sont des militaires aujourd'hui, et les services sécuritaires. L'armée et la police, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux forces organisées, effectivement, qui, pour reprendre un vocabulaire plus classique, représentent l'État profond. Effectivement, et l'État profond, aujourd'hui, a rejoint, pour des raisons que l'on peut expliquer, la dérive autoritaire du président Kais Saïd. Aujourd'hui, Et le Zedine pouvoir Saïdan entre les est en mains de duplex l'armée. avec nous depuis la Tunisie. Sur le plan économique, on a vu également il y a quelques minutes que la situation en Tunisie était préoccupante, avec une conséquence très concrète du point de vue de l'inflation, bien sûr, du point de vue du chômage, et notamment du chômage des jeunes, et Zedine Saïdan, et cela a évidemment de nombreuses conséquences économiques. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2010, ou plutôt en 2011, on a eu la révolution pour deux raisons principales. Je parle du côté économique, bien entendu. Il y avait des disparités régionales très importantes et il y avait un problème de chômage, et notamment de chômage des jeunes diplômés d'université. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on constate que les disparités se sont approfondies, elles sont beaucoup plus graves que ce qu'elles étaient en 2010 en fait, et le chômage des jeunes notamment, il est aujourd'hui à 42%. Donc là, c'est vraiment un échec total sur ces deux aspects les plus importants, mais entre-temps, on avait des indicateurs ou des ratios qui étaient tout à fait corrects en 2010, qui malheureusement aujourd'hui se sont dégradés de façon très grave. Et je pense que le principal défi de la Tunisie aujourd'hui, à côté du défi politique bien entendu, le principal défi, c'est le problème de la dette. C'est ça qui fait peur à la Tunisie et aux Tunisiens aujourd'hui, comment gérer cette montagne de dettes qui s'est accumulée bien avant le 25 juillet 2021. Mais il se trouve que nous n'avons rien fait
pour gérer cette situation difficile depuis le 25 juillet 2021. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette hésitation énorme de la part du FMI et des autres bailleurs de fonds d'ailleurs, vis-à-vis de la Tunisie, en disant est-ce que la Tunisie va pouvoir réaliser les réformes indispensables et qui ont trop tardé, mais qui sont absolument inévitables aujourd'hui. Sophie Bessis, il y a une conséquence à cet égard avec le niveau élevé du chômage des jeunes, c'est une volonté de beaucoup de jeunes Tunisiens de quitter le pays. Tout à fait. Il y a deux types d'émigration aujourd'hui en Tunisie. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement en Tunisie que ce problème existe, c'est-à-dire que les échecs de ce qu'on appelle le développement fait que sur tout le continent africain, il y a un désir d'émigration extrêmement important qui est, si vous voulez, quelque chose de humainement tout à fait compréhensible. Depuis que les humains existent, ils migrent. N'oublions pas que jamais les humains n'ont été immobiles sur leur territoire, donc vouloir arrêter l'émigration comme veut le faire l'Europe est une absurdité totale. Mais ceci dit, si je puis dire, il y a deux types d'émigration. Il y a l'émigration dont on parle tout le temps. Si vous voulez, l'émigration, les boat people, les bateaux, l'immigration clandestine de jeunes qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de diplôme et qui veulent débarquer en Europe. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'Europe, qui a une obsession sur la question migratoire, c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe continue à soutenir le président Kais Saïd, ayant peur que un délitement total de la Tunisie amène des vagues migratoires extrêmement importantes. Mais il y a une autre émigration qui est extrêmement grave pour les pays du Sud, la Tunisie entre autres, mais pour d'autres pays du Sud, qui est l'émigration des plus diplômés des Tunisiens, les médecins, les informaticiens, les ingénieurs. Il y a un appel. Et là, les responsabilités sont partagées. Cette année, 1000 médecins tunisiens se sont installés en France. Depuis la Révolution, depuis 2011, il y a l'émigration de 8000 médecins tunisiens. Je voudrais juste dire deux choses là-dessus. Il y a évidemment une responsabilité interne, c'est-à-dire que ces professions supérieures ne trouvent pas les conditions idéales de leur travail. Mais il y a une responsabilité externe, c'est-à-dire que c'est une poursuite de la politique extractiviste des pays développés vis-à-vis des pays en développement, c'est-à-dire on pompe leurs richesses et malheureusement cela accroît les problèmes d'infrastructures, les problèmes humains, les problèmes d'éducation, de santé que connaissent ces pays. Je voudrais ajouter autre chose sur un autre plan. Les rapports entre l'Algérie et la Tunisie. Oui. La Tunisie est dans un état de misère financière exceptionnel, avec le risque de voir sa monnaie disparaître du jour au lendemain pour défaut de paiement. L'Algérie a rarement été aussi prospère et elle est noyée sous les réserves. L'État algérien est fort, organisé, l'État tunisien est dans cet état-là. Et vous avez une sorte d'influence, je dirais presque de protectorat de l'Algérie sur la Tunisie. C'est-à-dire que, d'abord pour des raisons financières. On a besoin d'argent. Les seuls qui nous donnent un peu de mendicité, c'est les Algériens. Notre sécurité, par qui elle est assurée? Entre l'armée tunisienne et l'armée algérienne, il n'y a aucun rapport. Et donc, le rapport de force, clairement, appartient à l'Algérie. L'influence est devenue telle que le président tunisien a été obligé de se rabibocher et de reconnaître le Front Polisario, c'est-à-dire d'être du côté ouvertement contre le Maroc. Rappelez-nous ce qu'est le Front Polisario et pourquoi c'est une décision importante. Parce que la guerre du Sahara occidental, qui dure depuis des dizaines d'années maintenant, est largement alimentée par l'Algérie, qui pour affaiblir le Maroc, soutient totalement la
les forces du Sahara occidental, et qui sont incarnées par le Polisario. Et lorsque la Tunisie reconnaît cette force comme légitime, évidemment, c'est une gifle au Maroc et un ralliement total à l'Algérie. Ce qui veut dire que sur le plan donc de l'équilibre régional, Sophie Bessis, cette crise tunisienne a des conséquences. Alors, je voudrais rajouter une chose qui m'apparaît extrêmement importante. Depuis 2011, et je suis tout à fait d'accord avec Guy Sidbon quand il dit que la Tunisie est en train de devenir une sorte de protectorat de l'Algérie, c'est malheureusement tout à fait vrai. Mais de protectorat de qui? Depuis 2011, un des cauchemars du régime algérien, c'est l'extension de la démocratie à ses frontières. Et donc, évidemment, l'expérience démocratique tunisienne, si imparfaite a-t-elle été, était un cauchemar pour le régime algérien. Vous savez que le régime algérien a réussi à réprimer totalement le fameux mouvement du Hirak qui a duré 2 ans. Donc nous sommes dans une séquence autoritaire, une des plus dures qu'a connue l'Algérie depuis son indépendance. Et que donc l'Algérie aide également le régime tunisien à sa dérive autoritaire. Cela lui convient. Donc il y a une conjonction, d'ailleurs maghrébine, si l'on peut dire aujourd'hui, quelles que soient les divergences entre les 3 pays du Maghreb central, il y a une convergence vers un autoritarisme et un rétrécissement du territoire de la démocratie. Alors aujourd'hui, effectivement, l'Algérie est arrivée à faire ce qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire de faire entrer la Tunisie dans sa zone d'influence. La Tunisie a toujours eu, sous Bourguiba, sous Ben Ali, selon des modalités différentes, mais une sorte de neutralité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et donc là, la dimension régionale est extrêmement importante. Nous avons un arc, à part la Libye, qui est un peu différent, mais un arc autoritaire qui se reconstitue dans toute la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Un mot de conclusion, Ezzedine Saïdan, sur cette situation économique précaire. Vous avez insisté sur la dette. Et la Tunisie pourrait obtenir un prêt du FMI, mais pour l'instant, ce prêt n'est pas débloqué. Et on a évoqué le contraste avec l'économie algérienne. Alors, effectivement, un mot sur cette dépendance de la Tunisie vis-à-vis de l'Algérie. Il suffit de citer 2 chiffres. Aujourd'hui, 97% de l'électricité en Tunisie est produite à partir du gaz. Et 90% du gaz est importé à partir de l'Algérie. Donc ça donne une idée de cette dépendance, malheureusement, pas seulement politique, mais économique, qui devient beaucoup trop poussée, qui isole un peu la Tunisie vis-à-vis du reste du monde. Est-ce que la situation peut être sauvée? Je continue à penser que oui. Si la volonté politique y est, il y a toujours moyen de sauver la situation économique et financière de la Tunisie, si on le veut. Nous avons présenté des propositions à plusieurs reprises. Certaines sont encore valables aujourd'hui, si on le veut. Mais si on continue à ignorer, comme on le fait actuellement, la situation économique et financière, je crois que nous allons devant des difficultés énormes pour la Tunisie. Un dernier mot, Guy Sidbon, cette fermeture politique du régime aujourd'hui suscite beaucoup de peur à Tunis ou ailleurs en Tunisie. Aujourd'hui, c'est la liberté d'expression qui est en péril. Les printemps arabes ont fait naître un rêve, une utopie, une illusion. On a pensé qu'on pouvait être des démocraties et où l'état de droit régnerait, où les libertés seraient en place. Non. Clairement, c'était une illusion, c'était une utopie. Nous ne sommes pas des pays ouverts à ces démocraties. Sophie Bessis. Vous me permettrez de ne pas être d'accord avec l'essentialisme de mon ami Guy Sidbon. Il n'y a pas d'essentialisme en histoire. La démocratie, c'est une construction. Et cette démocratie était en train de se construire mal, avec des défauts. Connaissez-vous une démocratie qui s'installe du jour au lendemain de façon parfaite? Cela n'existe nulle part dans le monde. Même dans un pays comme la France, aujourd'hui, on parle de crise démocratique. Voilà. Donc,
Le problème, c'est qu'il y a des forces, et y compris avec le soutien des Occidentaux, qui bloquent ce cheminement démocratique. Les résistances existent. L'histoire n'est pas terminée. Le chapitre n'est pas fermé. Merci Sophie Bessis. Je rappelle que vous êtes historienne. On peut notamment trouver votre ouvrage « Je vous écris d'une autre rive, lettre Hannah Arendt ». Merci Ezzedine Saïdan, vous avez été en duplex avec nous depuis la Tunisie. Et merci à vous Guy Sidbon, journaliste notamment à l'Obs et à Marianne, 8h44 sur France Culture.